Et voilà. Bien, eh bien écoutez, bienvenue à cette formation d'initiation à la plongée technique. Donc, en fait, il y a deux parties dans cette présentation. D'abord, on va parler de la plongée technique au sens large, c'est-à-dire quelles sont, je dirais, les pratiques, quelles sont les procédures, les méthodes, etc. Dans quelle mesure, en fait, ça apporte, je dirais, un peu plus de sécurité, notamment pour les gens qui plongent plutôt profond. Et puis, on parlera dans ce cadre-là aussi des mélanges gazeux, la plongée au mélange, hein, puisque la plongée technique, c'est aussi la plongée au mélange. Et ensuite, dans un deuxième temps, on parlera de recycleurs. D'accord. Donc j'espère tenir quand même sur 1 heure et demie, il y a quand même un certain nombre de slides. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller très loin en profondeur en fait dans le contenu, hein, mais c'est juste de donner un aperçu de ce que ça peut apporter, des différentes pratiques. Voilà, et vous donner peut-être envie d'aller un petit peu plus loin si ce type de plongée peut vous intéresser. Ok. C'est bon pour vous? Donc voilà, donc sur cette première partie, donc le sommaire, donc une petite introduction, donc je reparlerai un petit peu de pourquoi cette formation. On parlera de l'historique, hein, de l'historique de la plongée technique et des différentes pratiques. On parlera bien sûr de l'équipement, hein. L'équipement c'est important dans la plongée technique. Et on parlera de toutes les différentes étapes en fait, à la fois la préparation, la planification, la vérification, alors ce qu'on appelle la mission, hein. Et puis ensuite on parlera de la plongée au mélange. Donc pourquoi la plongée technique? Hein, forcément, on a toujours deux types de plongée, hein. On a la plongée de type loisir et la plongée de type tech. Euh, la plongée tech, l'idée en fait derrière ça, c'est se dire aller explorer des espaces qui sont vierges en sécurité. Donc c'est des grottes, des épaves, des choses assez profondes. Donc l'idée c'est de dépasser un petit peu les limites classiques de la plongée à l'air, hein, c'est pouvoir éventuellement aller plus loin et faire probablement des plongées qui sont un peu plus engagées, quoi. D'accord. Donc ça amène forcément un certain nombre de questions, notamment sur la gestion des risques, les méthodes, etc. Bien sûr, les techniques et les matériels sont spécifiques, mais ça peut être complémentaire à la plongée technique, c'est-à-dire qu'on peut adopter aussi un certain nombre des principes de la plongée technique, même si on reste à faire de la plongée de loisir. C'est un peu l'idée. Euh, donc la plongée tech, en fait, c'est pas un objet en soi, en fait, hein. C'est un moyen d'accéder à des espaces, je dirais, un peu lointains ou un peu plus engagés en sécurité, hein. C'est un peu ça l'idée. C'est comment je peux aller explorer des grottes à une certaine distance, hein, aller à 1 km, 2 km de l'entrée. Comment je vais faire des plongées assez engagées, c'est-à-dire avec des paliers obligatoires de plus d'1 heure ou des choses comme ça, quoi. C'est un peu ça l'idée, et comment je vais faire ça de manière vraiment sécurisée. Donc pourquoi cette initiation? Alors pourquoi je fais cette initiation? En fait, je suis en train de passer mon DEGEPS, hein, de moniteur de plongée, et donc dans ce cadre-là, je développe un projet autour justement de la promotion de la plongée technique, notamment autour de la sécurité, autour des plongées profondes, quoi. Donc je mets en place un certain nombre d'initiations, de présentations, et aussi un stage de formation pour les gens qui ont envie de découvrir la plongée tribique, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée de mon projet, et d'essayer de faire une espèce de passerelle en fait entre la plongée loisir et la plongée technique, sans que les gens aient besoin de s'engager forcément dans une formation très longue, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est la promotion. C'est de dire aussi que la plongée tech, c'est pas forcément une discipline élitiste, hein. Alors vous me direz, la plongée au mélange gazeux, ça a un certain coût, hein, donc élitiste dans le sens un peu monétaire, mais en tout cas pas élitiste dans le sens technique. Et puis surtout sensibiliser sur les pratiques et leur intérêt pour améliorer la sécurité, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant, on peut toujours s'inspirer d'un certain nombre de choses qu'amène la plongée technique dans la sécurité. Voilà, donc la plongée tech, ça s'adresse à tout le monde. Et pour moi, ça apporte des outils pour plonger plus sûrement, quoi. D'accord. Des choses qu'on va balayer, je dirais, dans la suite de la présentation. Alors pour faire un petit peu d'historique, hein, la plongée technique, l'histoire est assez récente et liée beaucoup à la recherche hyperbare, hein, bien sûr, les plongées au mélange, etc. Et surtout les plongeurs, les scaphandriers maintenant qui plongent assez profond, comment dire, à saturation, etc. Donc il y a eu pas mal de découvertes qui ont été faites à ce niveau-là, notamment aussi l'utilisation des mélanges. Bien sûr, l'évolution du matériel, et puis l'exploration sous-marine et la plongée militaire, hein. Donc tout ça cumulé a amené un certain nombre de méthodes, de techniques, de moyens en fait qui ont fait progresser la plongée. Euh, il y a beaucoup de techniques en fait qui sont issues de la plongée souterraine. D'accord. Donc on va parler par exemple des GUE. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les GUE, hein, le Global Underwater Explorer. Donc c'est une association, hein, c'est pas une fédération. Donc ce sont des gens en fait qui ont monté cette association suite à un projet qui s'appelait le Woodville Karst-Plain Project. Donc qui était un projet en fait d'exploration de cavités, notamment en Floride et au Mexique dans les cénotes. Voilà, donc ces gens-là ont développé un certain nombre de pratiques, hein, dont on reparlera, et ils ont créé en fait cette association qui s'appelle les GUE.
dans les années 90. Et puis en parallèle de ça, bah, il y a eu des créations de fédérations de plongée technique, hein, donc entre autres l'INTD en fait en 1985 et TDI en 1994. Voilà, donc c'est récent, sans être quand même très récent, hein, ça date quand même des années 80-90. Alors les disciplines et pratiques, hein, dans la plongée technique, on a un certain nombre de pratiques et de disciplines différentes. Donc euh, dans les disciplines, bah, on a la plongée au mélange, hein, bien sûr, donc plongée, je dirais, plus profond, et on verra donc les apports des mélanges gazeux en fait pour ce type de plongée. On a bien sûr la plongée souterraine, d'accord, qui est une des disciplines assez phares aussi de la plongée technique, hein, qui a amené beaucoup des méthodes et des procédures qu'on utilise dans la plongée au mélange ou dans la plongée en recycleur. Donc bien sûr la plongée en recycleur, hein, qui est aussi je dirais une discipline assez phare. Et puis dans les pratiques, bah forcément on va avoir donc ce qu'on appelle du backmount, hein, donc plutôt une configuration avec un billet, etc. sur le dos. Les configurations dites side mount, en fait, on a les bouteilles plutôt sur le côté, donc là on est plutôt bah, sur des techniques qui sont issues de la plongée souterraine, hein. Beaucoup de plongeurs souterrains plongent en side mount. Et puis on va trouver le DPV, d'accord, donc le scooter sous-marin, donc beaucoup d'utilisation aussi du DPV, hein, notamment en plongée souterraine, mais aussi pour aller explorer des épaves, hein, des grosses épaves qui font 200 ou 300 mètres de long. Parfois c'est intéressant d'avoir un scooter pour pouvoir explorer facilement ces épaves. Et c'est aussi parfois plus simple quand on va assez profond, ou qu'il y a un peu de courant et qu'on a une centaine de kilos de matériel, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui est pratiqué de manière assez courante. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est assez important dans la plongée technique, hein, c'est l'équipement. Alors les GUE, en fait, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ont créé un acronyme en fait qui s'appelle le DIR, en fait le Do It Right. Le Do It Right, donc ça s'applique à la fois à l'équipement, mais ça s'applique aussi aux pratiques en général, hein, c'est-à-dire faire les choses de manière correcte. En termes de configuration, en fait, bah, c'est une configuration qui est épurée et standardisée. L'objectif, c'est d'avoir en fait tous, je dirais, les équipements qui se trouvent localisés au même endroit, en fait, pour qu'on n'ait pas à réfléchir, en fait, et que chacun connaisse la configuration des autres, d'accord. Et surtout d'avoir quelque chose de très épuré. On parle aussi de KISS, hein, de Keep It Simple Stupid, hein, c'est simplement bah, d'avoir quelque chose qui est relativement simple, qui est ajusté, c'est-à-dire qu'on va mettre des flexibles qui font juste la bonne taille, d'accord. Tout doit être accessible, hein, les robinetteries, les robinets des bouteilles, etc. Enfin, on doit être, je dirais, autonome en fait pour accéder à l'ensemble de son équipement, d'accord. Et ensuite la redondance, bah, la redondance c'est bien sûr les équipements vitaux, hein, ce qu'on appelle les équipements primaires. Et bien sûr, ça doit pas être ridicule, quoi. Souvent, on a une vision de la plongée technique qui est plein de matériel, mais enfin, l'idée, c'est justement de n'avoir que ce qui est nécessaire. Et donc, quand on va parler de KISS, hein, de Keep It Simple Stupid, ça va être ce type de configuration dont je reparlerai un petit peu plus tard, en fait, hein, qui est une configuration standardisée, ou qu'on appelle aussi Do It Right. Mais bien sûr, c'est pas ça, quoi. L'idée, c'est pas d'avoir des tas de bouteilles, des tas de trucs partout, en fait, hein. Bien sûr, c'est pas du tout l'objectif de la plongée technique, hein. Certes, on a de la redondance, mais juste la redondance nécessaire. Et aussi, bah, ce qui est important, hein, c'est qu'une configuration qui est standardisée et simple, elle facilite l'entraide, hein, réduit les erreurs et les risques de panne. Alors, bien sûr, si on a beaucoup d'équipements, beaucoup de détendeurs, beaucoup de flexibles, bah, on risque de se mélanger un peu les crayons, en fait. On risque aussi les pannes, hein. Plus on a de matériel, bah, plus on a des risques de panne. Donc du coup, l'important, c'est d'avoir uniquement ce qui est nécessaire, quoi. Alors quand on va parler d'équipement, en fait, dans la plongée technique, hein, on va parler d'équipement primaire et d'équipement secondaire. D'accord. Donc l'équipement primaire, en général, c'est ce qui est vital. D'accord. Donc en général, on va tenter de redonder uniquement les équipements vitaux et pas plus, quoi. Ce qui n'est pas vital, on va pas forcément le redonder. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin pour plonger et qu'on va pas dire bah, si cet équipement-là est en panne, j'arrête la plongée. Mais en tout cas, si l'équipement est en panne, on ne va pas mourir tout de suite, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors dans les équipements primaires, en fait, qu'est-ce qu'on a en fait dans la plongée technique? En fait, forcément, on a deux bouteilles, quoi. On a forcément minimum un billes, hein. Ou alors si on est en side mount, on a minimum deux bouteilles, d'accord? Avec des robinetteries indépendantes. Si on a un billes, forcément, on a un isolateur entre les deux pour être capable de faire face à une perte de gaz d'un côté ou de l'autre, en fait. D'accord? Donc c'est toujours l'idée de la redondance. On a forcément deux détendeurs complets, quoi, premier et deuxième étage. D'accord? Pareil, de la même façon, s'il y en a un qui est en panne, on a toujours le deuxième qui peut fonctionner. Donc ça, c'est assez logique, et je dirais que dans la plongée et loisir, on va retrouver un peu les mêmes principes. Alors bien sûr, il y a la combinaison, c'est primaire. Bon là, la redondance de la combinaison, malheureusement, c'est pas très simple à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est quand même un équipement primaire. Alors après, on va trouver la wing, d'accord, ou l'équipement qui permet d'assurer la flottabilité.
Alors la redondance, comment on assure la redondance de ça? Eh ben, en général, on va assurer la redondance de ça avec un parachute. C'est-à-dire qu'en fait, les plongeurs techniques ont toujours un parachute de 22 litres fermé. C'est-à-dire que si on est en profondeur, hein, si vous vous retrouvez à 80 mètres de profondeur et que votre wing est en panne, en fait, vous avez toujours la possibilité de gonfler votre parachute pour pouvoir remonter, quoi. Et d'ailleurs, c'est des exercices qui sont pratiqués, par exemple à l'IANTD, en fait, où on explique aux gens comment remonter, en fait, ou assurer une remontée avec un parachute, c'est-à-dire quand la wing est en panne. D'accord? Donc c'est important. Alors l'ordinateur. L'ordinateur, est-ce que c'est vital ou pas? On considère que oui, c'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir deux ordinateurs, mais qu'on doit avoir deux moyens de décompression. C'est-à-dire que si l'ordinateur tombe en panne, en fait, il faut savoir, il faut être en mesure, en fait, de pouvoir faire ses paliers. Donc si on n'a pas deux ordinateurs, ça veut dire qu'on a probablement en fait un wet note ou quelque chose sur lequel on a planifié sa plongée et on a déjà prédéfini en fait l'ensemble de ses paliers. Bon, ce qui n'est pas très simple à utiliser. Donc en général, les plongeurs techniques, bah, dès qu'on va atteindre des profondeurs importantes ou dès qu'on va être dans des cavités, etc., assez importantes, on va avoir deux ordinateurs, quoi, d'accord, pour assurer des grosses décompressions. Hein. Faut pas oublier que dans le cadre de la plongée technique, quand on va aller atteindre des profondeurs au-delà de 70-80 mètres, potentiellement on va faire des décompressions de plus d'une heure, quoi. Hein. Donc du coup, l'importance d'avoir une redondance au niveau du moyen de décompression. Le masque. Alors ça c'est toujours la question importante en fait. Est-ce qu'un masque est un équipement primaire? Donc beaucoup de gens pensent que non, mais en fait la réalité c'est qu'un masque est vraiment primaire. Hein. C'est-à-dire que si on perd son masque, en général la sangle va casser, on a perdu son masque au fond, on va commencer à le chercher. En général la palanquée est partie, on a perdu sa palanquée. Comment on assure sa décompression si on a perdu sa palanquée sans masque? C'est quasi impossible, quoi. Hein. C'est quasiment impossible. Donc un masque, c'est vraiment un équipement vital, hein, et aussi bien en plongée technique, en plongée souterraine, etc. Tous les plongeurs ont toujours un masque de backup dans la poche, quoi. C'est un équipement considéré comme vital. Hein. Essayez de faire une décompression sans masque, ou alors encore pire, si vous plongez avec un recycleur, vous perdez votre masque, c'est quasi impossible. Hein. Donc c'est vraiment un équipement vital. Alors les lampes, bon, si on est en mer, etc., c'est pas forcément vital. En plongée souterraine, c'est carrément vital. Hein. En plongée souterraine, en fait, il faut savoir que la lampe, c'est minimum trois lampes. Hein. C'est une lampe principale et deux lampes de backup. Hein. C'est le minimum qu'on considère comme étant vital. Et ensuite, on va redonder bah, les moyens de type parachute hein, et spool. En général, deux spools, deux parachutes. D'accord. Alors en général, on va avoir deux parachutes et souvent on va avoir un parachute rouge et un parachute jaune. Simplement, il faut savoir que dans les conventions internationales, en général, quand on va envoyer un parachute jaune, c'est qu'on a un problème. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, parachute jaune, ça veut dire bah, soit envoyer les bouteilles de secours, voire en général dans les conventions aussi, bah, c'est de mettre deux parachutes dans la même main, quoi. Deux parachutes dans la même main, un rouge, un jaune. En général, bah, c'est signe d'un problème. Et en général, bah, s'il y a par exemple des gaz riches en fait qui sont sur le bateau et quelqu'un a besoin de ces gaz, en fait, on va les mettre à l'eau, quoi. D'accord. Donc en général, deux parachutes. Voilà, donc après les équipements secondaires, alors toujours pareil, en général, ce qui fait débat, c'est le manomètre. Alors est-ce que le manomètre est un équipement primaire? Alors bah, la réponse en général, elle est plutôt non, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir deux manomètres? Non, à la limite, si j'ai plus de manomètre, je peux dire, bah ok, j'arrête la plongée, quoi. D'accord. En général, je sais combien il me restait de gaz. Bon, je casse la plongée, je finis ma plongée, quoi. En général, je risque pas ma vie, quoi. Hein. Donc, euh, donc redonder un manomètre, c'est pas forcément intéressant. Donc le parachute, j'en ai parlé, notamment un parachute fermé. Les coupants ou les ciseaux, enfin ou les couteaux, donc c'est secondaire dans la plongée quand on n'est pas en plongée souterraine. En plongée souterraine, ça devient vital, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en plongée souterraine et que vous vous retrouvez en mêlée dans la ligne ou quelque chose comme ça, il faut avoir au moins un coupon, et si vous en avez perdu un, il en faut un deuxième, quoi. Enfin, d'accord. Donc c'est en général en plongée souterraine, on va avoir minimum deux moyens de couper des fils, quoi. Voilà, bon après bien sûr les palmes, etc. Le reste donc est vraiment secondaire, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même important dans la philosophie de la plongée technique, hein, d'essayer de réfléchir, et on verra tout à l'heure, hein, sur les risques, en fait, et la gestion des risques. Hein. C'est un des points assez clés, en fait, dans la plongée technique. Alors maintenant, on va parler de la configuration Do It Right, en fait, la fameuse configuration DIR. D'accord. Donc là, vous avez un exemple. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans cette configuration? Donc on va trouver un robinet, en fait, on va trouver des robinets et un isolateur, donc sur le bi, en fait, d'accord, et qui sont accessibles à la main. C'est-à-dire qu'en fait, un plongeur technique, on considère qu'il doit être capable de faire face à une hémorragie de gaz tout seul. Donc il doit être capable de manipuler ses vannes, en fait, ou ses robinets tout seul, de manière autonome. Donc fermer son isolateur, fermer ses vannes,
Et d'ailleurs, en général, en fait, un plongeur tech, en fait, quand il va faire ses contrôles pré-plongés, en fait, il va toujours annoncer, en fait, comment ça marche, hein. Il va dire, ok, j'ai un Trimix 1845 mode 70. En fait, j'ai mon détendeur principal qui est connecté sur ma robinetterie à droite qui se ferme vers l'avant. J'ai mon détendeur backup qui est connecté sur ma robinetterie à gauche qui se ferme vers l'arrière. J'ai mon isolateur, en fait, qui est ouvert de 3 demi-tours et qui se ferme dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait. Donc, en fait, on connaît dans quel sens s'ouvrent et se ferment les vannes, quoi. C'est un point extrêmement important et on doit être capable de faire face à une hémorragie de manière autonome. Donc on a un bi bien sûr avec 2 détendeurs complets, d'accord. On a en fait un détendeur principal avec un tuyau long de 2,10 m en fait. Alors, la différence majeure en fait entre la plongée technique et la plongée loisir, c'est que quand on va donner du gaz à quelqu'un, en fait, on va partager le détendeur principal. C'est-à-dire que j'ai mon détendeur principal, je vais prendre mon détendeur principal, je vais passer sur mon backup, et ensuite je vais tendre mon détendeur ensuite à la personne à qui je vais donner du gaz. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Donc c'est le principe. Et on a un flexible qui est assez long, parce que comme ça, en fait, on peut tous les deux en fait tenir le flexible et pouvoir soit être côte à côte, soit être l'un derrière l'autre quand on est en plongée souterraine, hein. Imaginez que, en fait, avec ce type de configuration, on peut être en plongée souterraine. Si vous êtes sur une étroiture, en fait, il faut que la personne derrière, en fait, ait suffisamment de flexible, en fait, pour pouvoir respirer, quoi. D'accord. Pour qu'on puisse se mettre l'un derrière l'autre. Okay. Donc des sauteurs de secours autour du cou, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc vous l'avez ici, hein, en backup, en fait, avec un bungee, en fait. Donc la wing grand volume et haute résistance, en général on va utiliser des wings plutôt 22 litres, hein, donc assez volumineuses, avec une plaque. Donc sur cette plaque on va avoir un harnais, et on va avoir bien sûr des mousquetons. Sur les mousquetons on va pouvoir accrocher les bouteilles de déco, on va pouvoir accrocher les spools, les lampes, les cookies. Donc les cookies c'est en fait les marqueurs qu'on utilise en plongée souterraine, pour marquer les lignes, marquer la sortie, d'accord. Et on va avoir un manomètre qui est fixé avec un mousqueton, d'accord. Donc en fait un manomètre qui est relativement court, hein, c'est-à-dire que quand on veut lire son manomètre, on va devoir le décrocher en fait et pouvoir le lire en fait et le raccrocher. D'accord. L'idée c'est d'avoir en fait le moins de prise possible en fait, hein. D'accord. Je rappelle que ça vient vraiment de la plongée souterraine, donc l'idée c'est d'avoir le moins de choses qui dépassent, quoi. C'est-à-dire de ne pas pouvoir s'accrocher en fait dans les galeries, donc d'avoir les flexibles vraiment à la bonne taille et d'avoir la configuration qui soit la plus proche possible du corps et la plus hydrodynamique. D'accord. Et bien sûr, en fait, on va trouver aussi chez pas mal de plongeurs techniques le short tech, d'accord, ou éventuellement quand on a une combinaison étanche, en fait, d'avoir des poches, d'accord, dans les poches, hein, le masque de secours, éventuellement les coupants, les lampes, etc. Donc en général, quand vous voyez des plongeurs techniques, ils ont toujours des poches, hein. Alors ensuite, en plongée technique, en fait, on parle de maîtrise de la FTP, d'accord, c'est un point extrêmement important, en fait, donc on a beaucoup de matériel en plongée technique. Et donc, il est extrêmement important en fait de maîtriser en fait ces 3 dimensions en fait, d'accord. Donc la flottabilité, donc ça, je pense que vous êtes tous familiers avec ça, hein. Maîtriser sa flottabilité, c'est extrêmement important. Mais en plongée technique, encore plus, hein, puisque on a en général pas mal de matériel. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la trim. En fait, donc on va essayer d'être le plus horizontal possible, d'accord. Donc pour être le plus hydrodynamique, bien sûr. Et donc, du coup, la position, ça va être le dos cambré, en fait, ça va être les jambes repliées. Alors pourquoi? Parce que, effectivement, c'est encore une technique qui vient de la plongée souterraine, hein. Si on a les jambes repliées, on va éviter de soulever le fond, d'accord. C'est-à-dire que quand on est en plongée souterraine, on ne va pas soulever les sédiments, hein, sinon on perd la visibilité. Et puis, bien sûr, c'est d'avoir une position qui soit la plus hydrodynamique possible, hein, d'accord. Donc, effectivement, avancer avec le moins d'effort physique. Et ensuite, on va travailler sur les propulsions. Donc, l'idée, en fait, c'est que pendant toute la plongée, on va rester en trim, quoi. C'est-à-dire que jamais on va se remettre vertical, hein. L'idée, c'est d'être toujours horizontal. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de propulsions, en fait, pour pouvoir manœuvrer, quoi. Donc, avancer du frog kick, hein. Donc, on va avancer avec du frog kick, éventuellement modifier, c'est-à-dire léger pour éviter de soulever des sédiments. On a ce qu'on appelle l'hélicoptère turn, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va bouger les palmes l'une après l'autre, en fait, pour tourner dans un sens ou tourner dans l'autre, de manière horizontale. D'accord, c'est ça l'idée. Et puis ensuite, le back kick, en fait, c'est la possibilité de palmer en arrière, en fait, d'accord, sans être obligé de se retourner, d'accord, de pouvoir palmer vers l'arrière, d'accord. Donc c'est les techniques de base qu'on apprend pour toujours conserver, en fait, cette trim en permanence, même si on est en train de manipuler des objets, des parachutes, des spools, etc., d'accord. Donc c'est un objectif extrêmement important.
Et donc ça permet de garder, bah, bien sûr, le contrôle en toutes circonstances, hein. Si on partage du gaz avec quelqu'un, si on est en train de poser des ligues, si on est en train de faire un certain nombre d'activités, on doit conserver en permanence sa flottabilité, sa trim et sa propulsion. Donc c'est des exercices qui sont assez régulièrement faits par les plongeurs techniques, hein, justement, pour assurer bah, cette parfaite maîtrise de ces fondamentaux, quoi. Alors ensuite, un point qui est extrêmement important, donc on va rentrer un petit peu dans les aspects, je dirais, un peu procédure, philosophie, etc., liés à la plongée technique, en fait. La première chose qui est importante, c'est la préparation. Pourquoi? Parce que bah, dans la plongée technique, l'ennemi du plongeur technique, c'est le stress, quoi. Encore plus que pour les plongeurs classiques, on doit apprendre à gérer son stress. Demain, si vous avez envie de faire de la plongée souterraine, bah, potentiellement, quand vous allez passer des niveaux, etc., vous pouvez vous retrouver à 400 mètres, 500 mètres, 1 km de l'entrée, quoi. D'accord. Donc à un moment donné, psychologiquement, il faut être prêt à faire ce type de plongée en se disant, bah, je suis à 1 heure de la surface, quoi, hein. D'accord. Alors après, ça peut être la même chose quand on fait de la plongée très engagée avec beaucoup de paliers obligatoires, hein, mais en tout cas, en plongée souterraine, on a un plafond pendant 1 heure, quoi. D'accord. Par exemple. Donc important. Donc par exemple, là, il y a NTD, en fait, un acronyme en fait qui s'appelle Water. Water, donc le W qui veut dire wisdom, en fait, donc la sagesse, hein. Donc la sagesse, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire connaître ses limites, ça veut dire connaître sa zone de confort, etc. Ça veut dire bah, peut-être pas aller trop loin, quoi. Peut-être rester sage dans ce qu'on peut faire et peut-être faire les choses de manière progressive. D'accord. Ensuite, on a l'attitude. Donc l'attitude, c'est plusieurs choses en fait, c'est plusieurs dimensions. C'est bah, effectivement l'hygiène de vie, etc. Bon, on sait que la plongée, surtout quand elle est engagée, il faut quand même conserver une condition physique, une certaine hygiène de vie, donc c'est important. Et surtout l'attitude aussi, c'est l'ego, quoi. C'est-à-dire que parfois, bah, peut-être qu'il faut se dire, cette plongée-là, bah, faut peut-être pas la faire, quoi. D'accord. Et peut-être bah, laisser son ego de côté et dire, bah non, finalement, je la fais pas, quoi. Ensuite, bien sûr, l'entraînement, s'entraîner, hein, c'est extrêmement important. Donc s'entraîner à la plongée, mais aussi s'entraîner physiquement. L'équipement, on en a parlé. L'équipement, c'est quand même important. Donc l'équipement, mais juste le nécessaire, mais en tout cas un équipement qui soit suffisamment standardisé et redondé. Et ensuite, la répétition. D'accord. Donc en fait, l'objectif dans la plongée technique, c'est d'avoir un certain nombre de gestes de base qu'on va répéter pour les automatiser, quoi. Les partages de gaz, les valves drill, enfin un certain nombre de choses, on en reparlera juste après, mais en tout cas, on doit répéter en fait l'ensemble de ces gestes de manière assez récurrente pour être capable de les faire sans réfléchir, quoi. C'est extrêmement important. Ensuite, on va parler d'analyse et d'acceptation des risques. Donc on en reparlera tout à l'heure dans la planification, mais on a en fait ce qu'on appelle le what if. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui font ça dans la plongée loisir, hein. What if, mais en tout cas, on doit se dire bah, qu'est-ce que je fais si telle chose arrive. Okay. Ensuite, s'entraîner, répéter, bon, on en a parlé, hein, exercice physique, capacité de concentration, pratiquer. Utiliser les techniques de visualisation, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans la plongée technique, notamment sur des plongées très engagées. En fait, c'est essayer de visualiser sa plongée. Alors, c'est des choses qu'on fait, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous sont encadrants de plongée, hein. C'est ce qu'on fait souvent dans un briefing, hein. On a prévisualisé sa plongée en disant, bah, ok, on va se mettre à l'eau comme ça, ensuite on va aller là, on va s'immerger, tac, on va faire telle chose, et ensuite on va expliquer le déroulement de la plongée. C'est une forme de visualisation, quoi. On doit visualiser sa plongée. Et surtout, ce qui est important dans la plongée technique, hein, ça rejoint tout à l'heure l'attitude, hein, c'est si je ne le sens pas, je ne plonge pas, quoi. À un moment donné, si on se dit, bah, cette plongée-là, peut-être, elle est un peu trop engagée pour moi, je ne la fais pas, quoi. D'accord. On ne doit pas dépasser ses limites, quoi. On doit rester dans le raisonnable, et quand on ne le sent pas, on ne le fait pas. Et enfin, le dernier, c'est contrôler sa respiration. On sait que le stress, c'est aussi beaucoup la respiration. Si à un moment donné, un incident arrive sous l'eau, il faut éviter la panique, quoi. C'est donc, je respire, je réfléchis, et ensuite j'agis, quoi. D'accord. C'est exactement ce travail mental en fait qu'on doit faire, notamment quand on est bah, par exemple en plongée souterraine, hein, c'est extrêmement important, hein. Savoir que beaucoup de plongeurs souterrains plongent en solo, hein, quand même, hein. Donc c'est la préparation mentale et le contrôle et la gestion du stress sont des points quand même assez fondamentaux. Et justement, bah, en fait, dans l'INTD, en fait, ce qu'on dit, c'est que si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise pour plonger en solo, ne plongez pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on prône le fait de plonger en solo, hein. Simplement, c'est si vous comptez sur les autres pour assurer votre propre sécurité, ne plongez pas, quoi. C'est-à-dire, en gros, vous devez être capable d'assurer votre propre sécurité en plongée. D'accord. Typiquement, si vous faites si vous faites une plongée souterraine, en tout cas moi quand je plonge en plongée souterraine, si quelqu'un me dit bah je compte sur toi pour me sortir de la cavité, je ne plongerai pas avec lui, quoi. Parce que si moi il m'arrive quelque chose, je veux quand même que lui soit capable de me sortir, quoi. Donc du coup, en fait c'est extrêmement important, hein. Donc la réflexion qu'on doit avoir, c'est de se dire bah si j'étais tout seul, est-ce que je serais capable de le faire ou pas, quoi.
C'est vraiment une question de philosophie, hein. Quand on parle de la préparation mentale dans la plongée technique, c'est vraiment une philosophie, hein. D'accord. Donc dans la préparation, bah, l'automatisation des gestes. Donc là ici je vous ai mis un certain nombre de gestes assez classiques, hein, qu'on va utiliser. Donc le premier c'est ce qu'on appelle les valve drills. Donc c'est la simulation des fermetures et ouvertures des vannes pour pallier une hémorragie ou une perte de gaz. D'accord. C'est par exemple, j'ai mon détendeur autour du cou qui se met à buller, bah, je sais que c'est ici et que ça se ferme vers l'arrière. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais isoler et je vais fermer vers l'arrière. Je vais vérifier, ok. Je vais rouvrir, ok, c'est bon. Si c'est mon détendeur principal, bah, je switch, je passe sur mon backup, j'isole, je ferme, ensuite je teste, etc. Et je rouvre. Enfin, je dois être capable, en fait, en fonction de ce qui se passe, d'agir en fait tout seul sur mes vannes, en fait, sur mes robinets. D'accord. Donc on doit simuler ce type d'exercice en fait et être capable de le faire de manière autonome. Ensuite, les partages de gaz. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le partage de gaz, c'est j'ai mon détendeur principal, quelqu'un me dit ok, j'ai plus d'air, bah, je prends mon détendeur, je vais switcher sur mon backup et ensuite je vais tendre mon détendeur. En fait. D'accord. Donc tout ça en gardant sa flottabilité. Donc l'idée c'est de faire ces exercices en flottabilité et en gardant sa trim. Et ensuite, bien sûr, bah, le switch gaz. Donc ça c'est important quand on fait de la plongée au mélange, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs gaz en fonction de la profondeur. Donc on va généralement avoir un gaz de fond. D'accord. Et puis ensuite, bah, quand on va arriver dans les zones où on peut commencer à consommer des gaz qui sont un peu plus riches, bah, on va changer de gaz en fait pour optimiser sa décompression. D'accord. Donc il faut savoir maîtriser son switch gaz, hein, c'est-à-dire en gros le faire de manière, je dirais, relativement simple, en n'oubliant rien, c'est-à-dire en contrôlant bien la profondeur, en contrôlant que j'ai bien de la pression à l'intérieur, euh, que je fais ça de manière correcte, que je change bien mon ordinateur, etc. Okay, donc toutes ces phases en fait qui sont importantes, donc il y a en général 7 phases, hein, pour faire un switch gaz, voilà, qui s'apprennent, et donc on doit être capable de faire ça de manière relativement automatisée. Voilà, et donc TDI par exemple dit que l'automatisation des gestes, hein, diminue de 30 à 50% le temps de réaction en cas d'urgence, hein. Donc c'est extrêmement important, hein. C'est-à-dire que si on est habitué à faire des valve drills, bah, le jour où on a une hémorragie, on sait que je vais isoler, je vais fermer, enfin bon, on sait réagir assez rapidement. C'est quand même extrêmement important, quoi. Ok. Et donc aussi pour la gestion du stress, c'est extrêmement important de savoir qu'on est capable de faire face à une hémorragie de manière autonome. Alors maintenant, la planification. Donc, quand on parle de planification, hein, bien sûr, planification rigoureuse et analyse systématique des risques. D'accord. Donc on est sur des plongées engagées, hein. Vous savez tous en tant que plongeur que bah, plus une plongée est engagée, plus on augmente les risques, hein, bien sûr, hein. Plus on va faire de décompression, plus on va augmenter les risques. Donc bien sûr, on va définir les objectifs et les paramètres de la plongée, mais ça, je pense que vous êtes tous habitués à ce genre de choses, hein. Je vais à quelle profondeur, pendant combien de temps, quand est-ce que je fais demi-tour, quelle pression je fais demi-tour éventuellement, quelle pression je mets fin à la plongée, etc. Enfin, toutes ces choses, je dirais, assez classiques. Bien sûr, l'analyse des conditions environnementales, hein, bien sûr, c'est important. Surtout, c'est planifier le temps et les gaz. Donc, ce qui va changer dans la plongée technique, en fait, notamment dans la plongée au mélange, en fait, c'est qu'en fonction de la profondeur, en fonction de la durée, etc., on va planifier, je dirais, les différents gaz qu'on va utiliser. D'accord. Pour la profondeur. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, on va définir en fait une stratégie de gaz. Et ensuite, il va falloir analyser et anticiper les risques. C'est-à-dire, what if, en fait. Qu'est-ce que je fais si donc, qu'est-ce que je fais si j'ai perdu mon masque? Qu'est-ce que je fais si je perds ma palanquée? Qu'est-ce que je fais si j'ai perdu comment dire, mon gaz principal? Enfin voilà, c'est toutes ces questions en fait. C'est qu'est-ce que je fais, quoi. D'accord. Donc c'est important d'avoir anticipé en fait l'ensemble de ces possibilités. Alors en général, on va en avoir anticipé une partie avec de la redondance, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un point qui est extrêmement important, quoi. De bien se poser les bonnes questions, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de masque et si j'ai perdu ma palanquée, quoi? Est-ce que je suis capable d'assurer ma décompression tout seul? Qu'est-ce qui se passe si mon ordinateur est en panne? Qu'est-ce qui se passe si je perds une de mes bouteilles de décompression? Enfin voilà. Donc en général, on va avoir un certain nombre de stratégies qui sont associées à ça, mais en tout cas, il faut en discuter avec les gens avec qui on plonge, quoi. Donc c'est systématique. Voilà, il faut savoir que c'est fait de manière systématique dans la plongée technique. Et simplement ça, on sait que bah, les incidents graves, ça résulte souvent d'une accumulation de petits problèmes mal gérés, quoi. Alors, en fait, c'est un petit problème qui va entraîner un autre problème, etc. Puis à la fin, ça va finir en accident, quoi. D'accord. Et souvent parce que là-dedans vient se cumuler le stress, etc. Donc le manque d'automatisation, etc. Donc c'est le cumul de tout ça qui fait que souvent, bah, ça arrive, ça génère un accident plutôt grave, quoi. D'accord. Et c'est un peu ce qu'on appelle la loi de Murphy, hein. Les choses vont s'enchaîner et on va enchaîner un certain nombre de problèmes.
Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait quand on va plonger? D'accord? Donc bon, je sais que pas mal de plongeurs font des contrôles pré-plongée, mais là on va faire des contrôles un petit peu plus approfondis, en fait, ce qu'on appelle le gear matching, d'accord? Donc le contrôle croisé en fait des plongeurs. Et donc en général, on va suivre un protocole qui est à peu près défini, en fait, qui est vérifier les gaz et les moyens de respiration. Donc on va vérifier nos gaz, donc on va dire ok, moi j'ai en fait un Trimix 1845 mode 70, plus j'ai en fait une déco qui est un Trimix 3030, plus un gaz riche qui est, je sais pas, un Nitrox 70 par exemple. Voilà, en disant j'ai X bars sur un bi, j'ai tant de bars, etc. On va vérifier sa respiration, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un détendeur principal qui est connecté sur ma robinetterie à droite qui se ferme vers l'avant. J'ai mon détendeur de backup qui est sur ma robinetterie de gauche qui se ferme vers l'arrière. J'ai un isolateur en fait qui est ouvert de 3 demi-tours et qui se ferme dans le sens des aiguilles d'une montre, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc on va contrôler tout ça. On va contrôler ces systèmes de flottabilité. J'ai ma wing qui est branchée sur ma robinetterie à gauche. Ok, elle fonctionne. Ok, à la bouche ça fonctionne, mes purges sont libres, elles fonctionnent, voilà, enfin toutes ces choses-là. Donc on va contrôler en fait, et chaque plongeur en fait va contrôler l'ensemble de ces moyens, et aussi dire quel gaz il a. C'est-à-dire que chacun va dire ok, moi j'ai tel gaz, j'ai tel gaz, j'ai tel gaz. Donc, ça permet de savoir quels sont les gaz en fait dont disposent les gens avec qui on plonge, et donc quel volume, quel type de gaz. Ensuite, on va parler des lignes. Donc, les lignes, c'est les parachutes, les spools, etc. Éventuellement, en plongée souterraine, c'est tous comment dire, les objets qu'on va utiliser pour marquer les lignes. Bien sûr, les sources lumineuses, alors surtout en plongée souterraine. Et puis ensuite, les accessoires. Voilà. Donc, en fait, on va balayer en fait tous ces éléments-là, donc pour s'assurer que l'ensemble des plongeurs ont bien tout ce qu'il faut, notamment les accessoires. On va s'assurer que la plongeur a bien un ordinateur de backup, un masque de backup, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se mettre à l'eau et ensuite on va faire ce qu'on appelle le bubble check. En fait, c'est quand on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, quoi. Donc en général, on va s'immerger, on va descendre à une profondeur à peu près entre 3 et 6 mètres et on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'équipement. Donc en fait, chacun va vérifier, l'autre va contrôler, ok, va dire ok, je contrôle les bulles, ok, pas de bulles, ok, c'est bon, ou alors j'ai des bulles, ok, bon, c'est des petites, c'est pas grave, ou alors c'est des grosses bulles et on casse la plongée, quoi. Ok. Donc ça c'est important, il y a cette inspection visuelle qui est faite de manière systématique. Et ça pareil, donc TDI dit que 30% des incidents sont causés par des défaillances matérielles non anticipées, quoi, ou mal contrôlées. D'accord. Donc c'est extrêmement important de contrôler. Donc il y a ce contrôle qui est fait systématiquement avant chaque plongée. Ensuite, donc on va avoir la mission, d'accord, donc la plongée elle-même. Donc bien sûr, comme dans une plongée classique, ça commence par un bon briefing, donc forcément un briefing assez clair. Donc bien sûr, on doit définir correctement cette mission et puis avoir surtout une communication qui est claire, notamment le protocole de décompression, qui est extrêmement important. Donc en général, on va dire quelle est la position des plongeurs, en fait. Donc on va se tenir à la même position. On va dire, moi je suis leader, toi t'es numéro 2, t'es à ma droite, ensuite numéro 3 à ma droite, et ainsi de suite. Et donc du coup, on va essayer de respecter ce positionnement. Ensuite, on va définir la mission et l'objectif, dire voilà, on va aller à telle profondeur, on va faire un runtime de tant de temps, on va faire demi-tour à tant de temps, on va remonter à telle profondeur, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est définir quel est le profil de la plongée. Ensuite, on va parler des paramètres. Et dans les paramètres, en fait, on va parler des règles des tiers et des quarts. Alors ça, c'est les règles de consommation. D'accord. Donc en général, quand on est en plongée de loisir, le principe, c'est je fais ma plongée, le premier qui arrive à 100 bars, je fais demi-tour et je rentre. D'accord. Ou du moins, je fixe, si je suis sur une plongée carrée, par exemple, je suis sur une épave, je limite par exemple à 10 ou 12 minutes de DTR, et on se dit, le premier qui arrive à 80, ok, on remonte, et terminé, on fait les paliers, quoi. Ok, donc on définit ce type de paramètres. En plongée technique, on est plutôt sur la règle des tiers, c'est-à-dire que quand on est 3 plongeurs, en fait, on va faire demi-tour à partir du moment où un des plongeurs a consommé un tiers. D'accord. Alors pourquoi ça? Simplement parce que en fait, on se garde le tiers pour revenir et un tiers pour pouvoir donner du gaz à quelqu'un qui aurait perdu son gaz, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment une sécurité. C'est au minimum quand on est 3 plongeurs, c'est règle des tiers. D'accord. Premier tiers, on va dire tiers 1, demi-tour. Ensuite, on va annoncer le tiers 2. D'accord. Et quand on est 2, c'est la règle des quarts. D'accord. Donc on va dire premier quart, ok, premier quart, demi-tour. Donc là, du coup, on va se retrouver avec la moitié, mais on doit être capable de suppléer quelqu'un qui aurait complètement perdu son gaz. Et c'est d'autant plus vrai en plongée souterraine. Ensuite, bien sûr, la communication, et surtout le protocole de décompression. D'accord. Donc, dans la plongée technique, on va essayer de simplifier le protocole de décompression. C'est-à-dire de dire, il y a une personne qui va leader le protocole de décompression, on ne va pas demander à chacun quels sont ses paliers.
Il faut savoir que par exemple, quand on fait des plongées en recycleur, hein, si on fait des plongées à 100 mètres, les premiers paliers, on va les commencer dans la zone des 50 mètres, hein. Donc ça fait pas mal de paliers. Alors, même s'il y a des paliers qui vont s'effacer assez vite, on va quand même commencer à faire vraiment des paliers qui vont durer un certain temps à partir de 24, 27, 24 mètres. D'accord. Donc du coup, en général, ce qui va se passer, c'est que le leader va dire OK, on va faire un palier, donc palier 21 mètres. OK, si tout le monde est OK, tout le monde dit OK. Si quelqu'un n'est pas OK, il dit non, 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 moi je suis pas d'accord. Moi, j'ai un palier à 24 mètres. D'accord, donc on va dire OK, 24 mètres. Puis il va dire éventuellement combien de temps, OK, combien de temps. Voilà. Et donc il y a toujours une personne qui guide, qui dit OK, prochain palier, tant, si tout le monde est d'accord, tout le monde dit OK, voilà, si j'ai un palier qui est au-dessus, bah tant pis, j'ai un palier qui est au-dessus, c'est pas grave, quoi. OK, donc le principe, c'est d'essayer de simplifier au maximum toute cette partie protocole, quoi. Et ensuite, bien sûr, le what if, on en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui est répété dans le briefing, quoi. Qu'est-ce qui se passe si? Donc un bon briefing permet d'éviter la plupart des incidents, établir un protocole clair dans la palanquée, ça c'est un point qui est quand même assez crucial. Et donc quand on parle de la mission, donc là ici j'ai illustré ça, donc vous voyez ici la position, donc en général quand on va être en exploration, on va être plutôt dans ce type de position, on va avoir un leader, un numéro 1, un numéro 2. Quand on va être en plongée souterraine, on va être plutôt en file indienne, mais en tout cas on va avoir ce type de positionnement. D'accord, donc ça va limiter les risques de perte de palanquée, bon, chacun a un rôle attribué, alors c'est d'autant plus vrai en plongée souterraine, hein. En plongée souterraine, il faut savoir qu'on peut être amené à équiper des lignes, hein, puisqu'on va pouvoir aller d'une cavité vers une autre, donc il va falloir tirer des lignes entre ces différentes cavités. Et donc en général, celui qui tire les lignes, c'est le leader. Maintenant, le leader, bah, quand il tire des lignes, il n'a plus de lampe. Donc en fait, le numéro 2, bah, lui, va aller en fait derrière, ou le numéro 1 va aller l'éclairer. Et le troisième, en fait, lui, c'est plutôt la personne qui va prendre des notes, quoi, qui va dire OK, on a vu le premier jump à tant de temps, j'avais consommé tant. On a fait le premier, on est passé d'une galerie à l'autre à tant de temps, j'avais consommé tant de barres, etc. Et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc on attribue des rôles. Et ensuite, eh bien la communication. Donc la communication en plongée technique, elle se relativement limitée en fait. On a ce qu'on appelle les signes de commandement. Donc on a 3 signes de commandement. Un signe de commandement, ça veut dire que ça attend forcément une réponse, quoi. Donc le premier est classique, hein, celui que vous connaissez, OK. Quand on dit à quelqu'un OK, forcément il répond OK ou ça va pas. D'accord, mais en tout cas il doit répondre. Ensuite le deuxième c'est hold, c'est dire OK, on s'arrête. D'accord, donc quand je fais hold, tout le monde fait hold et tout le monde s'arrête, quoi. D'accord. Et ensuite le dernier qui est un signe de commandement, c'est call the dive. Call the dive, ça veut dire je mets fin à la plongée. D'accord, donc si un plongeur fait call the dive, tout le monde fait call the dive, ça veut dire on finit, on sort, on termine la plongée, quoi. OK, sans aucune question. Et ensuite, on va avoir donc les 2 signes qu'on voit en dessous, qui sont les signes questions, en fait. Donc ça, c'est je pose une question, et DTR. Alors je sais que maintenant, à la Fédé, il y a un nouveau signe qui est sorti, qui est comme ça, en fait, pour la DTR. Mais en tout cas, en plongée technique, c'est question DTR, en fait. C'est quelle est ta DTR. D'accord, ça, c'est un truc assez classique. Donc c'est vraiment les signes qu'on utilise le plus. Et après, il y a les nombres. Donc les nombres, en fait, alors pourquoi ils sont comme ça? En fait, c'est parce qu'on doit être capable de faire tous les nombres avec une seule main, hein, puisqu'en plongée souterraine, j'ai une lampe, hein, donc je dois pouvoir éclairer ma main, d'accord, ou l'autre, hein, peu importe sur quelle main je la mets, mais en tout cas, je peux pas faire des signes avec 2 mains, quoi, d'accord. Donc en général, vous allez avoir ce type de signes, hein, les 1, 2, 3, 4 et 5, et après, pour les 6, 7, 8, 9, donc ça va être 6, 7, 8, 9, d'accord, donc comme ça ou comme ça, d'accord, horizontal, vertical. Et en général, quand on va dire, moi, il me reste 150 barres, je vais dire 150 barres, d'accord. 1, 5, 0. Okay. Donc on va faire comme ça, on va pas faire des trucs comme ça, enfin, ainsi de suite, d'accord. Donc voilà, c'est juste une convention qui est quelque peu différente, mais en tout cas, il faut le savoir, tous les plongeurs techniques utilisent ces conventions. Alors, il y a un point qui est extrêmement important, hein, j'en ai pas parlé, en fait, c'est que dans la plongée technique, en fait, on a la Golden Rule, en fait, ce qu'on appelle la Golden Rule. Et la Golden Rule, c'est tout le monde peut stopper la plongée à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se sent pas bien, si la plongée va pas, on fait OK, je call the dive, en fait, je mets fin à la plongée, et tout le monde met fin à la plongée, et on pose aucune question, quoi. Enfin, et dans l'eau, on sort, quoi. Voilà. Éventuellement, on en discute après, mais en tout cas, si quelqu'un dit OK, call, c'est call, quoi. Voilà, pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, donc j'ai fini sur la partie purement technique. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de parler de la partie mélange. D'accord. Donc, adossé à la plongée technique, notamment pour plonger, je dirais, dans des zones plus profondes, on utilise des mélanges gazeux. D'accord. Bien sûr, l'utilisation de ces gaz limite aussi les risques en plongée profonde, hein, c'est extrêmement important. Et donc, les mélanges gazeux,
c'est effectivement mis en place pour répondre à des exigences qui sont imposées par la profondeur et la décompression. Donc le trimix pour limiter les risques en plongée profonde, donc on va en reparler, et le nitrox globalement pour optimiser la décompression. Voilà, donc en général on va utiliser une combinaison à la fois de trimix et de nitrox. D'accord? Ce qu'on voit ici, donc l'optimisation de la plongée technique s'appuie sur l'utilisation d'une combinaison de mélange. Alors le trimix. Donc le trimix, qu'est-ce que c'est? Le trimix, c'est un mélange qui contient de l'oxygène, de l'hélium et de l'azote. Alors pourquoi l'hélium? En fait, l'hélium, c'est un gaz qui est très peu narcotique en fait. Quasiment pas narcotique en fait. D'accord? Donc l'intérêt de l'hélium, principal déjà, c'est de réduire la narcose. C'est-à-dire qu'on va remplacer une partie de l'azote par de l'hélium pour pas être narcosé, quoi. C'est-à-dire avoir une meilleure vigilance, une meilleure concentration en profondeur. D'accord? Donc c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que c'est un gaz qui a une densité extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'en profondeur, en fait, ça améliore la respiration. C'est-à-dire qu'on a moins d'efforts inspiratoires en fait, avec de l'hélium. D'accord? Densité du gaz plus faible, moins de risque d'essoufflement. Et bien sûr, optimisation de l'élimination du CO2 et la prévention de l'hypercapnie. Meilleure ventilation, élimination du CO2 plus efficace. D'accord? Donc c'est quand même des points extrêmement importants. L'hélium agit quand même sur ces deux facteurs qui sont la narcose et potentiellement l'essoufflement et l'hypercapnie. Alors, le corollaire de ça, par contre, c'est que la conductivité thermique de l'hélium est extrêmement importante. C'est-à-dire une conductivité qui est 6 fois plus importante que l'azote. Ce qui veut dire que quand on a de l'hélium, en fait, dans des bouteilles de plongée, on ne peut pas utiliser ces bouteilles de plongée pour les combinaisons étanches. Sinon, on va avoir extrêmement froid. Ça conduit beaucoup le froid. D'accord? Donc du coup, on a généralement soit une petite bouteille d'air à côté, soit une bouteille d'argon, en fait. Mais en tout cas, on n'utilisera jamais un mélange à base d'hélium pour injecter de l'air dans une combinaison étanche. Alors maintenant, le nitrox. Donc le nitrox, mélange enrichi en oxygène, je pense que vous connaissez tous le nitrox. Donc le nitrox, en fait, c'est bien sûr un atout pour la fin de plongée et surtout pour optimiser la décompression. D'accord? Donc ça va permettre d'accélérer l'élimination de l'azote et de l'hélium. Donc même si l'hélium est un gaz plus léger, l'hélium désature plus vite, mais sature aussi beaucoup plus vite. D'accord? Il faut savoir que l'hélium, en fait, impose de faire des paliers assez profonds. D'accord? Donc ça veut dire que quand on va désaturer de l'hélium, on va saturer de l'azote. D'accord? Okay, donc en fait, désaturer d'un gaz va quand même faire qu'on sature d'un autre gaz neutre. D'accord? Ensuite, on va aussi améliorer l'oxygénation des tissus. D'accord? Une récupération plus rapide, moins de fatigue post-plongée, etc. Donc je pense que ça, vous connaissez tous ça. D'accord? Donc bien sûr, les bénéfices post-plongée, moins de fatigue, moins d'incidence de douleurs musculaires, et surtout, on va largement optimiser notre décompression. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réduire les temps des paliers de décompression de manière très très importante. Alors, contrainte de l'hélium, donc j'en ai parlé juste un petit peu avant, mais voilà, donc des paliers plus profonds, d'accord? Donc on va commencer à faire des paliers assez bas. Généralement, les premiers paliers qui vont s'afficher si on plonge assez profond, par exemple une plongée sur 100 mètres en recycleur, on va avoir des paliers qui vont commencer dans la zone des 50 mètres, d'accord? Qui vont peut-être durer une minute, mais en tout cas, on va avoir ce type de palier. Il faut une stratégie de gaz donc, qui est adaptée pour limiter les risques d'accident. Notamment, en fait, on va avoir donc, des gaz intermédiaires. On va avoir donc un gaz de fond, et puis ensuite, on va utiliser des gaz intermédiaires. Notamment, par exemple, à partir de la zone des 40 mètres, on va utiliser ce qu'on appelle un triox, souvent, donc un trimix 30-30, donc 30% d'oxygène, 30% d'hélium, donc qui va permettre de commencer à faire de la décompression. Et puis ainsi de suite, et on va avoir des mélanges de plus en plus riches en oxygène. Bien sûr, quand on va calculer ces gaz, il va falloir qu'on tienne compte des limites de toxicité. D'accord, en fonction de la profondeur à laquelle on va aller. Donc ça, vous êtes tous, j'imagine, plongeurs nitrox, donc vous connaissez la toxicité de l'oxygène. Donc on doit se limiter en fait à une pression partielle d'oxygène entre 1.4 et 1.6 selon les fédérations. C'est-à-dire que si on est dans les fédérations américaines, c'est plutôt 1.4, 1.6 pour la fédération française. On doit être limité à cette pression partielle. D'accord, donc c'est ça qui va limiter en fait le pourcentage d'oxygène du mélange qu'on va utiliser. C'est ce qu'on appelle aussi la PPO2 ou ce qu'on appelle aussi le mode maximum operation depth, enfin la profondeur maximum opérationnelle, d'accord? Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ces acronymes. En fait, on va calculer la profondeur maximum à laquelle on peut utiliser un mélange, en fonction de sa PPO2. Ensuite, on va avoir la toxicité de l'azote.
d'accord, le niveau narcotique. Donc en général, quand on va calculer en fait un mélange, on va calculer un niveau un équivalent narcotique, généralement autour de 30 mètres, ce qu'on appelle la PEN, d'accord, la profondeur en équivalent narcotique, d'accord. Donc on va simplement s'appuyer sur les pressions partielles d'azote, c'est se dire, si je plonge à 70 mètres, je vais m'arranger pour avoir la même pression partielle d'azote à 70 mètres qu'à 30 mètres, quoi. Donc je vais complémenter le reste avec de l'hélium. Et donc un point qui est extrêmement important, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça en fait, mais qui est un point qui est extrêmement important en plongée technique, notamment quand on utilise différents gaz neutres, c'est ce qu'on appelle la contre-diffusion isobare. C'est en fait une sursaturation transitoire qui s'effectue lors des changements de gaz neutres. Quand on va passer d'un mélange, alors par exemple avec beaucoup d'hélium vers un mélange où il y a moins d'hélium et plus d'azote, en fait ça va créer en fait des sursaturations transitoires. Donc en général, on a des règles, et donc on ne va pas changer plus de 20% de gaz neutre à chaque transition de gaz, pour éviter en fait ce phénomène de contre-diffusion isobare. Donc je ne rentre pas plus dans les détails que ça, mais il faut savoir que c'est un point important, hein. Et c'est quelque chose qui peut potentiellement générer des accidents assez graves. Donc c'est des points, voilà, dont on tient compte en fait pour calculer les stratégies de gaz qu'on va utiliser pour les plongées techniques. Voilà. Donc j'ai terminé avec cette partie donc sur la plongée technique. Donc en résumé, c'était de dire pourquoi la plongée technique et son histoire, hein, bien sûr, explorer plus loin en favorisant la sécurité. On a parlé de l'équipement, donc les configurations qui sont simples, standards et redondantes, la préparation, la gestion du stress, la planification, la vérification à la mission, l'élimination des risques, la rigueur, l'anticipation, et puis les mélanges gazeux, bien sûr, plus de confort et d'optimisation, hein, et la décompression avec du trimix et du nitrox. Donc voilà pour cette partie. Je vais juste